Débat et controverse sur BFM Business. Nicolas Dose accueille les experts. Bonjour et bienvenue à Actualité économique du jour. La Réserve fédérale américaine va très certainement annoncer qu'elle fait une pause, c'est-à-dire qu'elle va probablement annoncer qu'elle cesse de réduire son bilan à compter de la fin de l'année. Les marchés d'ores et déjà n'anticipent plus qu'une seule hausse de taux cette année et certains s'attendent même à ce qu'il y ait une baisse l'année prochaine. Donc la question que l'on se pose face au ralentissement de l'activité, la BCE doit-elle à son tour inverser la normalisation de sa politique monétaire qui a été engagée? Les banques sont très hostiles au tour de vis sur le crédit qui est souhaité et même imposé par le Haut Conseil de la stabilité financière, et la Fédération bancaire française indique qu'il y a une forme d'incohérence. D'un côté, ce Haut Conseil durcit les conditions de crédit, tandis que la Banque centrale européenne ne souhaite qu'une chose, c'est que le crédit s'accélère, et c'est vrai que par moment, on a envie de chercher l'erreur. La croissance par la dette. On constate évidemment que les 10 milliards d'euros de pouvoir d'achat annoncés le 10 décembre auront probablement un effet positif sur la croissance. Ça pourrait être confirmé par l'INSEE qui va nous donner sa nouvelle prévision du premier trimestre à la fin de cette journée à 18h. Oui, de la croissance, mais c'est bel et bien de la croissance par la dette. Jusqu'où est-elle tenable? Et puis on dirait également un mot du couple franco-allemand. Mais où est passé le couple franco-allemand? Jean-Marc Daniel, bonjour. Bonjour. Directeur de la revue Sociétale, professeur à l'ESCP Europe, économiste à l'Institut de l'entreprise. Vous avez publié Macron, la valse folle de Jupiter. Pourquoi ces erreurs nous mènent dans le mur, aux éditions de l'Archipel. On vous retrouve au théâtre tous les jeudis à 19h, le théâtre de Poche, boulevard du Montparnasse. Conférence sur l'économie intitulée L'économie sans dessus-dessous un an après. Exactement, voilà. Oui. Donc j'attends les spectateurs jeudi prochain avec toujours le même enthousiasme. Allez-y, c'est quand même assez croustillant. Et puis en plus, c'est pas écrit. Il y a une forme d'improvisation systématique. Quand on voit, je l'ai vu 2 fois, Jean-Marc Daniel, lors de l'économie sans dessus-dessous, première version. Et vous êtes également membre du comité éditorial de Pour l'Écho, qui est un mensuel. Alors je disais toujours nouveau mensuel. C'est vrai qu'on doit être au numéro 7 ou 8. Mensuel donc très pédagogique, destiné notamment aux lycéens de seconde et de première. Alain Madelin, bonjour. Bonjour. Président du Fonds Latour Capital. Jean-Pierre Petit, bonjour. Bonjour. Vous êtes président des Cahiers Verts de l'économie, organisme de conseil en stratégie d'investissement. Je le disais en introduction, la Réserve fédérale américaine va probablement laisser entendre qu'elle fait une pause. Et ça me permet de vous faire réagir, Jean-Pierre, pour commencer, sur une tribune que vous aviez signée il n'y a pas si longtemps. C'est dans Les Échos. J'étais assez étonné parce que vous donniez l'impression de considérer que les banques centrales devaient absolument ressusciter le plus d'outils non conventionnels possible. Vous évoquiez à l'époque plusieurs options carrément d'hélicoptère monnaie, annulation des dettes souveraines détenues dans les bilans des banques centrales, financement direct des dépenses publiques par les banques centrales, jusqu'à imaginer même le transfert en direct de liquidités auprès des entreprises et auprès des particuliers. Vous y croyez vraiment au fait qu'aujourd'hui on est arrivé à un moment où il faut tout ressusciter et même aller encore plus loin? Oui, bien sûr. Sinon, je l'aurais pas écrit, mais indépendamment, c'est très, très intéressant ce que vous dites, parce que vous parlez de la Réserve fédérale, qui est en train d'assouplir sa politique monétaire par rapport à la marche dans laquelle elle était engagée auparavant. Je vous signale que... On pourrait reprendre les achats de bons du Trésor américain et regonfler son bilan. Les États-Unis d'Amérique vont fêter au mois de juillet prochain la 10e année du cycle expansif, que le taux de chômage à 3,8% est son plus bas depuis 1969, c'est-à-dire depuis 50 ans, que les salaires progressent. Alors nous, on est au-dessus de 3,5% actuellement, et que l'inflation, l'inflation telle qu'elle est mesurée de la façon la plus pertinente à mon avis sur le moyen terme par la Réserve fédérale, n'est même pas à 2%. Et elle s'aperçoit, alors, pour parler de la conjoncture, là, puisque vous parlez de la conjoncture monétaire, je voudrais juste dire que la Fed a déjà amorcé une pause, puisque dès le début du mois de janvier, les premières déclarations de Jay Powell et des membres influents ont été dans ce sens. Et je voudrais dire que c'est pas la première pause qu'elle effectue. Depuis 50 ans, elle a effectué 5 pauses. C'est-à-dire que chez les investisseurs, moi je m'en souviens très bien, l'an dernier, en 2018, il y avait chez certains l'idée que la Réserve fédérale allait effectuer un processus linéaire de resserrement monétaire et que inexorablement ça allait déboucher sur une récession. Et donc voilà, c'est ce que priceait un petit peu un certain nombre d'investisseurs. Or, la Réserve fédérale est une banque centrale très flexible, et elle a raison de l'être, et on en est depuis 50 ans à la 5e pause. Il y en a une en 67, il y en a une en 95, il y en a une en 97, On n'avait jamais imaginé ce terme d'hélicoptère monnaie pris sérieusement dans le débat. Non, mais c'est intéressant parce que... Vous expliquez qu'il faut une relance budgétaire financée par la monétisation. La monétisation de la dette. Enfin, on est quand même sur des trucs qui m'ont
frappé, tout en vous connaissant très bien, et j'étais étonné. Non, mais je reviens justement sur la Réserve fédérale. Oui. La Réserve fédérale, dans les grandes banques centrales du monde riche, celle qui réfléchit le plus, hein, voilà, pour dire les choses clairement. Et c'est tout à fait symptomatique qu'elle engage une phase de pause et même de desserrement, en reprenant, parce que vous allez voir que il y a des discussions actuellement sur la hausse de l'objectif d'inflation, au-dessus de 2%, qu'elle a clairement déclaré qu'elle arrêterait le processus de réduction du bilan dans lequel elle était engagée depuis octobre 2017. Et c'est symptomatique, c'est pour ça que je vous ai répondu en partie. Je réponds en partie. C'est-à-dire que même dans le pays qui est leader dans le cycle, qui a créé 20 millions d'emplois depuis 2010, qui a un taux de chômage au plus bas depuis 50 ans, on réfléchit là-dessus. Alors que dire de la zone euro ? Elle est à des années-lumière, qui a pris 12 points de PIB de retard en 10 ans sur les États-Unis, qui a 6 millions d'emplois de moins. Et alors là, l'inflation sous-jacente, la vraie inflation européenne, est à peine à 1%. C'est pas celle que regarde la BCE, mais effectivement, la sous-jacente est à moins. Elle la regarde quand même. Hein, elle la regarde quand même. Bon, je vais faire réagir quand même Jean-Marc Daniel. Hélicoptère monnaie, je vous en parlerai après. Oui, on va en parler après. Mais je voulais recadrer les choses, parce que vous avez commencé par la Réserve fédérale, c'est tout à fait symptomatique. Jean-Marc Daniel, et si je reprends encore des éléments de l'article de Jean-Pierre qui nous dit qu'il faut absolument freiner toute équivalence ricardienne, donc cette crainte effectivement que la dérive des comptes publics va entraîner finalement un réflexe d'épargne, qu'il faut une vraie forward guidance, c'est-à-dire une direction des banques centrales beaucoup plus claire, beaucoup plus nette, qu'il y a encore des pressions déflationnistes et que les réformes structurelles n'arrivent pas à apporter les réponses qu'il faut, ou alors ce sont des réponses qui sont socialement difficiles à vivre, avec de l'austérité, ou alors avec des hausses d'impôts. Est-ce que finalement la Banque centrale européenne, dans la situation que nous connaissons aujourd'hui, ne doit pas inverser sa politique monétaire telle qu'elle nous l'a indiqué, où elle était plutôt sur une direction de normalisation? Moi, je suis de plus en plus convaincu que les banques centrales, c'est les mouches du coche. C'est des gens qui s'agitent autour de l'évolution économique en ayant un impact assez faible sur cette évolution économique. Les banques centrales, elles avaient été créées initialement pour financer la dette publique, au XVIIe, XVIIIe siècle, et donc on les a changées de mission. Après, on leur a dit au XXe siècle qu'elles étaient là pour lutter contre l'inflation, y compris d'ailleurs en refusant d'absorber la dette publique. C'est devenu une politique non conventionnel que d'absorber de la dette publique. Et puis maintenant, on essaie de trouver à quoi peut servir la Banque centrale. Je pense que vous avez une inertie économique. On parle des 10 ans depuis, effectivement. Vous avez un cycle économique. Le cycle va se retourner. Les banques centrales, face à ça, elles ont des attitudes qui sont des attitudes qui ont été relativement permanente pendant cette période-là et avec une histoire qui s'est écrite indépendamment de ce qu'elle faisait. On ne peut pas accuser la Banque centrale européenne de ne pas mener la même politique que la Réserve fédérale. Elle est à des taux d'intérêt qui sont beaucoup plus bas. Elle a son bilan... la Réserve fédérale est à 2,25, 2,50, on est à zéro là. Elle a absorbé une quantité d'actifs qui sont beaucoup... La taille de son bilan par rapport au PIB de la zone euro est supérieure à la taille du bilan de la Réserve fédérale. On ne peut pas accuser la Banque centrale du Japon de ne pas avoir mené la même politique. Elle a absorbé une quantité colossale de dette publique avec un résultat qui est un résultat sur la croissance japonaise qui est pratiquement inexistant. Donc je pense que focaliser sur la Banque centrale alors que celle-ci est relativement impuissante, c'est passer à côté des 3 problèmes essentiels, c'est-à-dire est-ce que effectivement la productivité va s'accroître et est-ce qu'elle s'est accrue aux États-Unis? La réponse est non. Et vous avez tout un débat qui existe aux États-Unis sur le fait de savoir si on rentre ou non dans cette période de stagnation séculaire et le débat n'est pas tranché. Il n'est pas tranché. Le deuxième élément, c'est que la réponse de l'économie américaine à tout ça, à cette politique budgétaire, parce qu'il y a une politique budgétaire très expansionniste, c'est l'accroissement du déficit extérieur dans un contexte où la facture pétrolière, elle a totalement disparu. Et donc à l'inflation, on a substitué le déficit extérieur. Et donc à terme, la question qui se posera, c'est la relation que vont entretenir les États-Unis avec leurs créanciers. Alors sachant qu'ils sont dans une situation politique de force, c'est-à-dire qu'ils détiennent la monnaie mondiale, ils ont l'essentiel des dépenses militaires du monde et ils sont encore la première puissance. Bon. Et la Banque centrale indique qu'elle pourrait regonfler son bilan, notamment en rachetant des emprunts. Le dernier élément, c'est que dans la description que fait Jean-Pierre Petit de la situation de l'économie américaine, ça ne correspond pas au vécu des Américains. C'est-à-dire, il y a quand même une montée en puissance sur le plan politique d'une aile gauche du Parti démocrate qui n'arrête pas de dénoncer le chômage, les inégalités, un discours qui est celui qu'on trouve d'ailleurs aussi en France, d'ailleurs, la difficulté de vie qui n'est pas en réalité, qui décrit une réalité qui n'est pas conforme à cette vision idyllique d'une économie portée vers des cieux magnifiques par une politique de taux d'intérêt. Tu es d'accord avec les Gilets jaunes, alors donc même s'ils racontent n'importe quoi, ils ont raison. Non, ils n'ont pas raison, mais ils n'ont pas totalement tort. Ils n'ont ni totalement raison, ni totalement tort. Qui était le représentant de l'aile gauche du Parti démocrate en 72 ?
C'était George McGovern. Oui, mais il racontait la même chose. Et il s'est fait balayer aux élections présidentielles. Non, mais il racontait surtout si Bernie Sanders est présenté, est le candidat du Parti démocrate, il se fera balayer par Donald Trump. Et non, mais McGovern, il racontait surtout qu'il fallait sortir de la guerre du Vietnam et dans des conditions. Il disait qu'il fallait nationaliser, que les inégalités étaient trop fortes. J'ai bien suivi la campagne. Alain Madelin, il y a un moment, pour essayer de départager nos deux camarades sur le rôle des banques centrales, elles sont impuissantes du côté de Jean-Marc Daniel. Elles sont un peu notre dernier filet de sécurité, encore Jean-Pierre Petit, c'est stop ou encore. Il y a un moment, il faut prendre des décisions de politique monétaire, les annoncer et s'y tenir sur la durée. Non, je prétends pas les départager, je vais ajouter une troisième voie. Alors allez-y, une troisième voie. Une troisième analyse. D'abord, si tous les indicateurs sont ouverts aux États-Unis avec la Réserve fédérale, en même temps, on ne comprend pas pourquoi il y aurait besoin d'une panoplie très lourde de mesures extraordinaires. C'est le premier point. Le deuxième point, c'est que je pense qu'effectivement, on est dans une situation assez difficile pour les banques centrales qui constatent l'inversion de la courbe des taux, etc. Et donc une certaine forme de panne de liquidité, et on est à chercher de trouver les moyens, si ça continue comme ça, pour remettre du carburant dans la machine. La mécanique traditionnelle des banques centrales, c'est-à-dire si ça se refroidit, je réchauffe en réinjectant de la monnaie, si ça se réchauffe, je refroidis en injectant de l'eau chaude, je trouve que ça ne marche plus aujourd'hui. On est dans une situation totalement différente. Pourquoi ? Parce que est apparu le Global Money, Global Wholesale Market, qui est au fond un monnaie, pour faire simple, c'est ce qui correspond à la finance de marché, ce que certains simplifieront en disant le shadow banking, qui est aujourd'hui un acteur extrêmement important. Si vous regardez les statistiques de la BRI, au total, ça ferait 25 000 milliards de dollars, c'est-à-dire une force considérable. Et pour faire simple, les banques centrales ont un petit robinet pour réinjecter de l'eau chaude ou de l'eau froide. Le robinet majeur de la création monétaire, c'est ce global market. Il a un très gros robinet. Et quand la banque centrale resserre son petit robinet, avec les techniques actuelles, elle confisque un nombre important de collatéraux, de sécurité, de choses qui sont énormément consommés par le global market. Tout ce qui sont les bons du trésor, évidemment. De telle sorte que quand vous ouvrez le robinet des banques centrales de façon un peu plus grande, vous refermez automatiquement le robinet du global market. Et donc vous arrivez à une situation qui est extrêmement difficile, d'autant que sur le global market, vous avez des réglementations qui sont intervenues, c'est une chose normale, une chose que l'on a faite, c'est pas forcément normal, mais qui est assez dangereuse, c'est les grandes banques qui tiennent ce global market, les JP Morgan, UBS, y compris BNP, oui, BNP, la Générale Crédit Agricole, oui, se trouvent avec des réglementations qui, au fond, arrivent à entraver ce rôle de provider, ce rôle de teneur de marché. Donc, considérer exclusivement ce que l'on fait aujourd'hui, le rôle de la liquidité sous l'angle des banques centrales, je trouve que c'est manquer d'un élément important d'analyse. Alors qu'est-ce qu'on fait, Jean-Pierre Petit ? Banque centrale impuissante, banque centrale marginalisée par la finance de marché, vous dit Alain Madelin ? Pas du tout impuissante, bien évidemment. Si jamais il n'y avait pas eu toute cette phase de quantitative easing, de baisse des taux d'intérêt, jamais on serait sorti du choc. Ceci est vrai rétrospectivement. La question, c'est si c'est vrai instantanément. Mais non, mais je veux dire, c'est quand même une phase d'expérience essentielle. Vous savez ce que disait Douglas MacArthur à propos des défaites militaires ? Je ne connais que deux mots pour qualifier les défaites militaires: trop tard. Quand Jean-Marc dit mais la Banque du Japon accumule des actifs, la BCE, mais elles l'ont fait beaucoup trop tardivement. Timing is crucial dans la gestion de la politique monétaire, de la politique économique, c'est fondamental. Quelle est la banque centrale qui a le plus gros bilan pourcentage du PIB ? C'est la Banque du Japon, elle a 20 ans de retard. Ça fait 25 ans que les taux sont à zéro et qu'elle a énormément de mal parce qu'elle a accumulé évidemment des chocs déflationnistes. Comme je dis souvent, le Japon est la première économie à être tombée dans l'économie
de bulle quand elle était toute petite. C'était en 89. Vous aviez une double bulle immobilière et actions qui était extraordinairement Et forte. quand on a dit tout ça, Non, non, Jean-Pierre, mais attends, ça nous amène à quoi? Parce que le temps file quand même. Non, mais Est-ce qu'elles doivent en faire plus, les banques centrales? Est-ce qu'il faut bien sûr que oui. des hélicoptères monnaie? Alors je ne sais pas si ça consistera à distribuer de l'argent directement monnaie, aux agents économiques. Moi, je ne pense pas que ce soit l'urgence pour la Réserve fédérale. La Réserve fédérale, elle est juste en train d'un petit peu ajuster sa politique monétaire. Elle fait une pause, c'est tout. Voilà. D'accord. Pour la BCE, par contre, c'est effectivement beaucoup plus nécessaire. C'est fondamental même. Qu'est-ce qu'on met derrière ce mot hélicoptère monnaie, Jean? Mais hélicoptère monnaie, ça va ressembler à quoi? Ça peut On va pas aller créditer les comptes en banque des particuliers. Mais ça peut paraître provocateur, mais c'est quelque chose qui est absolument abordé par la littérature académique. D'accord. Monsieur Ben Bernanke, qui probablement a été le meilleur président de banque centrale dans les grands pays au cours des 20 dernières années, dans un célèbre article en 2002, l'a développé. Alors, quelle forme qu'elle prend, mais c'est pas tellement les transferts monétaires directs aux agents non financiers. On pense plutôt soit à l'annulation de la dette publique. Je rappelle que la BCE détient 26% de la dette publique. Elle ferait un write-off sur les 26% de dette publique. Bien sûr, elle peut le faire. Il y aurait effectivement le financement d'un. Mais non, mais. Ah, je vous écoute, je veux continuer, Jean-Pierre. En 2008-2009, il y avait des gens qui avaient la même réaction que vous à propos du quantitative easing. Ils disaient que c'était pas possible que la banque. Mais bien sûr que si, que c'est possible, à la fois techniquement, économiquement et juridiquement. Le résultat, c'est quand même une très longue période de taux négatifs. Et alors? Moi, je préfère avoir des taux négatifs, avoir des millions d'emplois, les 20 millions d'emplois américains. Oui, Jean-Pierre, quand même, quand tu as des taux zéro ou des taux négatifs sur une longue période, tu fausses le calcul économique. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de dommages collatéraux. Oui, mais les dommages collatéraux sur très longue période sont considérables. Il y a des gens qui me disent considérables pour l'économie de marché. Mais je sais, il y a une socialisation de la dette publique. Moi, je voudrais. Alors, j'ai pas. Mais on reprend ce qu'on disait, sans aller effectivement jusqu'à la monétisation immédiate des comptes en banque des agents économiques non financiers. Vous parlez d'un write-off qu'on pourrait imaginer sur la part des publics détenus dans le bilan de la Banque centrale. L'Allemagne est en grosse difficulté là, géostratégique, économique. Elle a un déficit, son modèle mercantile qui est menacé par Trump. Elle a sa transition énergétique, quand même, elle dépend beaucoup des énergies fossiles. Elle est très en retard dans la transition numérique. Elle a des besoins d'investissement. Non seulement elle est excédentaire, mais elle demande à tous les pays de la zone euro pratiquement d'être excédentaires, alors qu'on a un déficit d'investissement. On pourrait quand même imaginer à l'échelle de la zone euro un plan d'investissement intelligent associant le secteur privé et le secteur public directement financé par la BCE. C'est tout à fait... et ce serait hélicoptère monnaie. Hélicoptère monnaie, pour le résumer en fait d'une certaine manière, c'est un transfert de richesse monétaire définitive. Vous avez fait allusion à l'équivalence ricardienne. Effectivement, si les gens considèrent que le transfert de richesse monétaire est définitif, qu'on va pas vous le reprendre, là, à ce moment-là, il n'y a pas d'équivalence. Le quantitative easing, le problème, c'est que on vous le donne et puis ensuite on vous le reprend. Donc c'est pas de l'hélicoptère monnaie. Et encore une fois, ça n'a rien de scandaleux. Et au niveau de la zone euro, quand même, je voudrais juste faire une petite comparaison encore à nouveau, puisque vous avez démarré sur les États-Unis. Les États-Unis, c'est 12 points de PIB de plus et 6 millions d'emplois de plus. C'est une dette publique comparable à celle d'Eurostat, plus importante qu'en zone euro. Oui. C'est un déficit public plus important. Oui. C'est un déficit d'avance courante. Alors, ce matin, juste avant de venir, j'entendais quelqu'un de l'Institut Montaigne se lamenter sur le déficit d'avance courante. Laurent Bigorgne. Française, mais depuis 50 ans, je compte sur les doigts d'une main les années où les États-Unis d'Amérique ont été en excédent de la balance courante. Ils s'en foutent fondamentalement. C'est pas le même pays, c'est pas le même univers. On est d'accord, ok. Mais pas le même pays, pas le même univers. Et pas la même monnaie. Le 20 septembre 19... mercantiliste que tu développes. Alors, j'aimerais que le 20 septembre 1992, on a voté pour Maastricht. Quel était, parmi les nombreux arguments pro-Maastricht, l'argument des zélateurs de Maastricht? C'était qu'on allait créer une grande monnaie internationale concurrente du dollar. Oui, c'était le projet, oui, ok, d'accord. Résultat, 30 ans après, c'est absolument catastrophique. Parce qu'on est en excédent commercial. Non, mais... Alors, Jean-Pierre, je vais laisser réagir Jean-Marc Daniel, pour essayer quand même d'être le plus proche de ce qui est de la compréhension universelle des gens qui nous écoutent. Est-ce qu'on peut imaginer que la Banque centrale pratique une forme d'hélicoptère monnaie qui n'irait pas jusqu'à créditer les comptes en banque des particuliers, mais avec une annulation de la dette publique qui est détenue dans son bilan et éventuellement le financement par une forme de monétisation d'un grand plan d'investissement européen? Auquel cas, la Banque centrale ne mériterait peut-être pas le qualificatif d'impuissant. Oui. Non, hélicoptère monnaie, il faut voir d'abord, historiquement, ça avait été lancé par Friedman. Ce que proposait Friedman, c'était de dévaluer le dollar par rapport à l'or et d'utiliser
donc l'actif de la Banque centrale a augmenté de ce fait, puisque le stock d'or, lui, ne bougeait pas. Donc la valeur du stock d'or ayant accru, l'actif a augmenté. Et donc, il pouvait à ce moment-là émettre davantage de billets et donc mettre à disposition de la population les billets en question. Bon, on n'est plus dans cette situation parce que le cours de l'or fluctue. C'est vrai que la plupart des banques centrales ont des réserves, ont mis en réserve les évolutions du cours de l'or. Il y a un poste dans le bilan de la Banque centrale européenne qui est un poste qui s'appelle compte de revalorisation, qui correspond à l'évolution du cours de l'or. Restons sur l'idée donc qu'on aurait des actions véritablement inattendues et imprévisibles. Si je supprime dans l'actif de la Banque centrale la dette publique, il faut que je supprime un poste équivalent dans le passif. Bon. Et donc, la seule façon, à mon avis, de faire ça, c'est effectivement soit de mettre une espèce d'innovation comptable qui consiste à avoir des fonds propres négatifs aux banques centrales. Oui. La question qui se pose, c'est quel sens ça a de définir effectivement des institutions que l'on fait vivre en fonds propres négatifs, ou accepter cette idée que, grosso modo, le but ultime, c'est quand même, dans Hélicoptère Monnaie, de mettre à la disposition de la population du pouvoir d'achat. Or, le bon moyen sur le plan pratique de mettre à la disposition de la population du pouvoir d'achat, c'est de baisser les impôts et c'est d'augmenter la dette publique. Donc Hélicoptère Monnaie, c'est jamais qu'une version compliquée sur la présentation et sur la forme d'une réduction d'impôts et d'un accroissement de la dette publique. La question qui se pose par rapport à ça, c'est le deuxième élément, c'est les Américains, eux, ils peuvent se le permettre parce ils s'en foutent leur déficit de balance des paiements courants. Je dis bien ils s'en foutent effectivement d'abord parce qu'une partie de ce déficit a été épongée par l'évolution de leur production pétrolière. La facture pétrolière américaine a considérablement diminué. Et puis deuxièmement, effectivement, parce qu'ils gèrent la monnaie mondiale. Et quand ils gèrent la monnaie mondiale, les gens accumulent des créances en dollars et les gens recherche des dollars. Alors la réponse, effectivement, et là je rejoins Jean-Pierre Petit, la réponse, c'était d'ailleurs le projet initial de François Mitterrand. Quand on regarde le sommet des viandes 88, c'est de créer un rival du dollar, de faire de l'euro un rival du dollar. Et donc ce que dit Jean-Pierre Petit, c'est qu'on n'y est pas arrivé. Je dis oui. Alors là, je suis d'accord avec lui. On n'est pas arrivé à faire du pôle monétaire européen un pôle monétaire crédible au niveau international pour une raison simple, c'est qu'un certain nombre de pays qui signent des traités pour l'organisation et le fonctionnement de la zone euro ne respecte pas ces traités. Et la Banque centrale, dans tout ça, qu'est-ce qu'elle fait? Elle accumule effectivement des actifs, elle maintient des taux d'intérêt très bas, elle porte atteinte à la crédibilité même de la notion de monnaie, plutôt qu'elle ne renforce cette crédibilité extérieure durable de la monnaie. Il faut juste dire un truc sur Hélicoptère Monnaie, c'est que c'est pas une question seulement macroéconomique ou macro-financière, c'est une question politique. C'est la soutenabilité politique du modèle dans lequel on est aujourd'hui. On en dit un mot dans un instant. On se retrouve dans un instant. À tout de suite. C'est la thèse de Le Pen.